Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Nous sommes au mercredi 1er février de l'année 2017. Le 1er février, c'est le mois de l'amour. Très bon mois de février à vous tous et plein d'amour à tous ceux qui nous suivent tous les lundis, mercredis, vendredis sur la chaîne Futur LCF et sur City FM 89.9 MHz. Bienvenue dans Toc Toc. Ce matin, en studio sur ce plateau avec nous, nous avons le confrère Thierry Afanoukou, il est le patron du site d'information Gapola.net. Bonjour. Bonjour Junior et merci pour l'invitation. En face de Thierry Afanoukou, nous avons Olivier Adja, le patron. Lui, c'est un double patron. Il dirige le journal Harakiri, aussi le patron de l'agence de presse bilingue. C'est ça, bilingue, oui, bilingue, bien sûr. Afripresse. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher ami Junior. Et puis, mes salutations vont à tous vos téléspectateurs. Et puis, voilà, ceux-là aussi qui sont sous leur petit poste de radio. Okay, merci à ceux qui nous suivent également dans leur voiture à travers la région maritime et des plateaux. Eh bien, voici la une des journaux avant toute chose. La une des journaux de ce mercredi 1er février 2017, nous commençons par le quotidien privé Liberté. Liberté dans les kiosques ce jour, titre à sa une, présidence de la CEDEAO de l'UA, Faure Gnassingbé maintenu à distance malgré son brouhaha diplomatique. Plusieurs chefs d'État venus au pouvoir après lui ont présidé ces instances. Reportage Balou Tomegbe, un site touristique dépourvu d'eau potable. Le foncier s'invite à l'église, une église expulsée de ses locaux par les assemblées de Dieu. Le journal Le Reflet du Palais est dans les kiosques. Invité spécial, nos concitoyens savent bien qu'il y a de bons juges, mais ils n'en font aucun éloge. Ils préfèrent ne parler que des mauvais. C'est M. Kodjou Garba qui le dit. Affectation des magistrats, Kominte Dindangue, nouveau président de la Cour d'appel de Lomé. Calliope est avec nous. Le journal titre à sa une. Cannes 2017, retour sur un parcours mitigé. Les enseignements tirés de la participation des éperviers à Adebayor, la bonne surprise à Takora et Bébou, les révélations. Le triangle des enjeux de Jérôme Soussou et dans les kiosques Donald Trump, le faiseur de deal Mecca, défendre les intérêts des Américains sur une base bilatérale. Droit de réponse de Koutoou Koshi. Toujours dans les kiosques ce matin, nous avons le journal Le Messager. Le Messager qui titre à sa une sommet de l'Union africaine, tout sauf la division. Pour les défis sécuritaires, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, compte sur les FAT. La dépêche dans les kiosques également ce matin. L'ethnie dans la politique au Togo, à qui la faute? Les torts sont partagés. Coopération décentralisée UE Togo, la commune de Tchévier à la pointe des énergies renouvelables. Économie et développement, titre à sa une, économie. Après le FMI, la BAD et la Banque mondiale, les prêteurs de dernier ressort attendus au Togo. Libéral, suivi des cargaisons au port autonome de Lomé. Qu'est-ce qui fait courir Antazer? Rideau sur le 28e sommet de l'Union africaine. Un Tchadien prend la tête de la commission de l'UA. Le Maroc rejoint la famille. Le médium est avec nous ce matin. Pullulement des églises charismatiques au Togo. 1398 associations religieuses légalement enregistrées entre 1990 et 2013. Économie, appui budgétaire. L'UE annonce un don de 35,5 milliards de francs CFA au Togo en 2016 et 2018. L'Indépendant Express de Carlos, qui est au titre Grand Dossier, franc-maçon du Togo, Grande Loge nationale togolaise,
Le temple de Dijon est fermé et scellé par décision de justice. William Bolouvi, grand maître contesté, l'intronisation du 11 mars n'aura pas lieu. GLNT, une crise aux allures ethniques et tribalistes. Interview Madame Kafi Brigida Diamagbo Johnson. Ce qui est sûr, nous ne laisserons pas Faure Gnassingbé avoir un 4e mandat. L'alternative à sa une, Gambie, un nouveau jour. La traque des sécurocrates et tortionnaires engagés. Les leçons attirées par le Togo. Sommet Afrique-Israël, isolé fort, s'accroche à Tel Aviv. Harakiri. À la une, après la visite de Faure Gnassingbé sur le chantier du tronçon Pia Sarakawa, Mahamadou Bonkongu, le PDG du groupe Eboumaf, exprime sa joie et satisfaction. Selon Jacques Issi, maître de Diapévon, et les fondateurs du parti, les FDR, demeurent toujours les militants du CAR. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous retournons sur ce plateau après un jingle publicitaire. Rebonjour, chers confrères. Bonjour. Alors, on va commencer par la nouvelle grève des enseignants. Surtout que ça commence par devenir récurrent. Chaque semaine, il y a grève au Togo. Et le gouvernement aussi ne fait rien pour que ça s'arrête. Les enseignants aussi campent sur leur position. À qui la faute, Olivier Adja? Non, mais moi, j'aime quand même, faire la part des choses. Vous savez, le radicalisme est une très mauvaise habitude. Parce que rien n'est carré en soi. Et lorsque on vit en société, il faut pouvoir donc s'ouvrir à l'autre. Donc, aussi bien au niveau du gouvernement que des syndicats, j'estime que il y a des radicaux de part et d'autre qui font que ceux-là qui sont dans de meilleures dispositions pour discuter, pour faire évoluer les choses, ont du mal à faire entendre leur voix. Mais bon, il y a quand même une bonne note qui est arrivée de la rencontre du cadre de réflexion sur du groupe de travail qui a été mis en place il y a quelques mois ou bien quelques semaines plus tôt. Oui. Donc ils ont discuté et je crois que les sujets qui fâchaient, quand vous voyez dans Harakiri que nous avons qui est paru. Donc hier on a fait une interview au ministre Gilbert Bahara, qui a confié à tout son espoir que les choses sont en train d'aller pour le mieux. Mais la fausse note aussi, bien la mauvaise note, c'est le CSET, c'est ça? Le SET plutôt. La CZ qui a encore annoncé ou qui a entré en grève depuis hier et qui bouleverse tout. Donc on ne comprend plus. Oui, la CZ dit que le chronogramme ne l'arrange pas parce qu'il dit que c'est vrai que le groupe de travail est créé, d'ailleurs la CZ n'est pas représentée dans ce groupe de travail. Et mieux encore, il ne sait pas quand les travaux vont s'achever et elle veut voir clair. Oui, mais si tout le monde, tous les syndicats qui ne sont pas représentés dans ces groupes de travail voulaient faire comme la CZ, je crois que notre éducation est en danger. Parce qu'il faut éviter de prendre l'éducation togolaise en otage. Parce que les groupuscules, les syndicats, les petits syndicats ou les regroupements de syndicats doivent s'ouvrir. Et il y a un cadre, qui est ouvert à tout le monde. Pourquoi ne pas aller, pourquoi ne pas insister à être représenté et à donner sa voix au chapitre? Et faire une grève de 3 jours, 4 jours dans la semaine, c'est que vous perdez une semaine comme ça. Pour des questions qui peuvent être résolues en quelques heures, je crois que c'est trop faire. Hein. Donc c'est trop fait. Il faut appeler la CZ à de meilleurs sentiments. Tiens, avant de vous suivre sur le dossier aussi, votre site d'information Gapola.net en parle très très fréquemment. Alors, qu'en dites-vous de la nouvelle, du nouveau mot de grève qui est entré en cours depuis hier au niveau de la CZ, c'est ça non? C'est la coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Oui, je crois que c'est tout à fait normal du moment où leur revendication jusqu'à maintenant n'est pas satisfaite. Quand ce groupe de réflexion a été annoncé, à mon humble avis, je croyais qu'on voulait élargir le champ des discussions en prenant compte la CZ dans ce groupe, mais tel n'est pas le cas. Et ce qui se passe actuellement doit faire réfléchir beaucoup Faure Gnassingbé, le chef de l'État, parce que ce n'est pas normal
normal que depuis la rentrée scolaire jusqu'à maintenant, que ces grèves sont répétitives et cela a des incidences sur l'éducation des enfants. Et certainement le rendement à la fin de l'année scolaire ne sera pas excellent. Et le niveau baisse tout le temps. Tout à fait. Donc je crois qu'il faut revoir les choses. Le gouvernement a la possibilité de satisfaire ces revendications puisque on a l'impression que c'est du dilatoire. On va de cadre de discussion en cadre de discussion et ça n'aboutit jamais. Et cela n'est pas normal. Le gouvernement peut, par les moyens dont il dispose, et apporter des solutions à ces crises ou bien à ces revendications de ces enseignants. Et cela va dans l'intérêt même du gouvernement du moment où le chef de l'État a déclaré son troisième mandat comme un mandat social. Olivier Adja, on le voit ailleurs, il y a grève dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire tout récemment, les fonctionnaires du pays ont décidé de rentrer en grève et ils ont réclamé certains points. Et parmi les points rapidement, le gouvernement les a rencontrés et a satisfait tous les points pratiquement, sauf un, ce qui concerne les arriérés de salaire. Alors pourquoi le gouvernement togolais refuse de rencontrer les enseignants, de parler avec eux un langage clair et contre une solution où il faut pour de bon? Non, moi, vous savez, j'ai été toujours de ceux qui ont compris les revendications plutôt des enseignants et qui ont estimé que ce sont des revendications qui étaient légitimes. Mais ceci étant dit, il faut dire aussi que au milieu des enseignants et du gouvernement, il y a donc les enfants, donc les étudiants, les élèves, etc., qui sont pris en otage. Moi, j'estime que c'est une prise d'otage. Oui, Donc, par qui? de toutes les façons, par qui? Non, pas les deux groupes. Parce que quoi? Rappelez-vous, il y a de cela quelques années en arrière, mais il y a eu des grèves, il y a eu des avancées, il y a eu des discussions entre le gouvernement et sur plusieurs questions, des primes, des requalifications, etc. Il y a eu beaucoup de choses que le gouvernement a fait, mais j'estime que ça ne sera jamais suffisant. Ok, donc le mouvement syndical, c'est un perpétuel combat contre ou bien en face de l'employeur. Donc les syndicats ne seront jamais satisfaits et il y a encore des points qui restent en suspens. Mais non, aujourd'hui, parmi leurs revendications, ces enseignants demandent les primes, les indemnités. Alors il faut que le gouvernement arrive à satisfaire un point. De toutes les façons, c'est ce que je disais, que les revendications, même si on satisfait ces primes, ces indemnités, il y aura toujours des revendications jusqu'à ce que la terre n'existe plus. Ça, seront d'accord là-dessus. Maintenant, c'est les discussions, le dialogue permanent qui doit exister entre les deux parties. Il n'y a pas de dialogue, malheureusement. Je crois qu'il y a un dialogue. Peut-être que ce n'est pas inclusif. Puisqu'il y a des cadres. Il y a deux. Olivier Adja, laisse-moi vous expliquer. Aujourd'hui, les enseignants sont en grève et le mouvement est conduit par ce qu'on appelle la CZ. Alors, pourquoi le gouvernement refuse de rencontrer la CZ en état et veut forcément élargir le cadre à d'autres qui ne sont pas forcément concernés? On le voit dans d'autres pays. On les rencontre et le gouvernement prend les engagements. Pourquoi absolument. On veut ignorer? C'est comme si on méprisait les enseignants. Non, je ne crois pas, parce que vous savez, le danger dans notre pays, c'est tout simplement parce que quand X négocie avec le gouvernement, derrière Y se lève pour refuser. Parce que, rappelons-nous, il y a quelques jours, en réalité, ou bien il y a quelques semaines, en réalité, le mouvement était conduit par d'autres syndicats. La CZ était en retrait. Il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a 2 ans, oui. non, mais en début d'année, je veux dire, puisqu'il y a des syndicats, les nouveaux syndicats, ce sont eux qui étaient devant, la CZ était là. Oui, non, attendez, c'est une coordination, c'est le même syndicat, mais il y a une coordination qui gère. Cette coordination existait depuis. Ça, je ne vous apprends rien. Les nouveaux syndicats sont venus. Ils ont lancé leur grève. La CZ était accusée même de ne rien faire. Non, la CZ est revenue. C'était l'UZ. Vous faites une confusion. Non. C'était l'UZ. Il y a l'UZ. Je connais bien l'UZ. On continue. Mais bon, laissons ce côté-là. Rappelons le cas de la STT. C'est-à-dire, quand la STT est arrivée, la STT accusait les autres syndicats de centrales syndicales d'immobilisme. Donc, quand la STT a pris la relève, derrière, quelques années après, il y a eu des syndicats qui sont levés pour dire donc, que la STT ne défend pas leurs droits, qu'eux-mêmes vont reprendre. Bon, vous comprenez que c'est une perpétuelle remise donc, de l'ouvrage sur le métier. Et il faut quand même que le gouvernement, parce que vous n'allez pas négocier avec X, demain Y va arriver, le surlendemain c'est Z qui arrive. On est dans une pagaille totale et il faut que cela s'organise.
et le gouvernement aussi s'organise pour avoir un interlocuteur avec qui discuter de ces problèmes-là. Parce que tout le monde, peut-être aujourd'hui, on risque d'avoir un enseignant pour un syndicat. Chacun va créer son syndicat parce que je ne sais pas ce qu'il gagne derrière, mais je crois qu'il y a un mouvement qu'il faut arrêter. Thierry Afanoukoué, on le voit aujourd'hui, bien que vous avez suivi mon confrère Olivier Adja, ce que les enseignants demandent aujourd'hui, c'est qu'ils rentrent dans leurs droits, qu'ils aient leur prime, leur indemnité et les cours vont reprendre normalement. Oui, je ne crois pas que le gouvernement soit décidé de faire quelque chose pour ces enseignants parce que les revendications aujourd'hui portées par la CZ ne sont pas différentes que celles portées par l'USET par le passé. Donc le problème est connu du gouvernement depuis un certain bon nombre d'années. 4 ans environ. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure au niveau de la Côte d'Ivoire, quand il y a problème, Alassane Ouattara et le gouvernement, ils se sont réunis, ils ont apporté un début de solution à ces mouvements-là. Ce n'est pas bien pour le chef de l'État même qui veut amener les Togolais à jouir donc des richesses de ce pays. Il faut essayer de comprendre ces enseignants parce que vous n'êtes pas sans savoir que les enseignants font plus de la moitié des fonctionnaires du Togo. Et si cette grande partie des fonctionnaires du pays sont en grève, ça veut dire que le pays est en crise, le pays est malade. Et nous disposons de ressources pour apporter des solutions à ces revendications-là. Et il est temps qu'on cesse d'aller de dialogue en dialogue. Il est temps que on discute des vrais problèmes et qu'on apporte des solutions à ces revendications de ces enseignants-là. Non, mais Junior, je vais terminer peut-être là-dessus. Non, je ne dis pas que les revendications des enseignants ne sont pas légitimes. Elles sont plus que légitimes. Mais je dis... Du moment où elles sont légitimes, il faut apporter des solutions. Non, je crois que c'est l'organisation. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement discutait avec d'autres organisations syndicales des enseignants et après d'autres reviennent. Si c'est que des solutions avaient été trouvées à ces revendications, je ne crois pas que ceux-ci vont revenir. Au fait, c'est la même plateforme revendicative. Donc, c'est qu'il n'y a pas de solution. Je vais terminer le problème persiste. Je disais tout simplement que le problème aujourd'hui, il y a les revendications. Derrière les revendications, il y a une kyrielle de syndicats et chacun va être autour de la table. Et hier, il y avait donc les 4 nouveaux syndicats qui ont crié, ils ont été réintégrés ou bien ils ont été intégrés au cadre. Aujourd'hui, c'est la CZ qui arrive. Donc, il faut que les enseignants arrivent à mettre de l'ordre dans leur organisation. Ça, c'est un. De deux, c'est que on ne peut pas me dire que les négociations entre le gouvernement et les enseignants n'ont rien donné. C'est-à-dire, il y a eu des avancées. Je suppose que à une négociation, on n'a pas 100% de ce qu'on veut. Mais ça n'existe pas. Il y a eu la priorité. Les enseignants n'ont pas forcément besoin de du moment où les revendications sont les mêmes, du moment où les revendications sont connues du gouvernement. Donc il faut apporter de solutions à ces revendications. C'est du dilatoire en posant le problème sous cet angle-là que les syndicats n'ont qu'à s'organiser pour venir en discussion avec le gouvernement. L'essentiel, c'est d'apporter la solution à ces revendications et il n'y aura pas plus de questions. De toutes les façons, on n'a pas toujours 100% de ce qu'on demande. Ouais. Ça n'existe pas. Mais combien on était là, on est contemporain de ce qui s'est passé il y a quelques années où voilà, il y a eu les 30 000, les 50 000, les 30 000, il y a eu des primes. Non, je ne refuse pas. Il y a eu des primes ça a été reconverti en primes, vous oubliez ça. Il y a eu des réintégrations, plus de 3 000, 4 000. Il y a eu des indemnités de formation. Il y a eu des indemnités, des primes comment il a de salissure, bien bon, je ne crois pas la prime de salissure n'a pas été donnée. Mais il y a eu des primes de nuit, voilà, plein de choses. Donc, on ne
me dise pas que lorsque vous allez à une négociation, vous devez avoir 100% de ce que vous devez avoir. Mais là, Olivier, heureusement qu'il y a encore négociation. Mais il y a un cadre. La preuve, c'est qu'il y a mais qui sont ceux qui sont dans le cadre? Ce sont les syndicats et le gouvernement. Ils discutent. La négociation, c'est quoi? On ne dit pas d'aller se prendre des cols, mais lorsqu'on dit réfléchissons ensemble sur un problème de la nation, c'est aussi une manière de sortir. Combien de fois ils vont réfléchir? Il y a un cadre permanent de concertation et au sein de ce cadre-là, les discussions ont lieu toujours. Mais c'est parce qu'il n'y a jamais eu de solution. Sinon, je ne crois pas qu'on va aller de grève en grève. Et le risque, c'est qu'ils sont déjà à leur 6e ou 7e grève. Et c'est pas bien. On est le danger. Parce que lorsque les gens ont pris le temps, à marcher, à faire des manifestations, galvauder des manifestations dans ce pays, on a vu ce que ça a donné. Les manifestations n'ont plus leur sens. Aujourd'hui, les syndicats devraient revoir leur copie et revoir d'autres stratégies, parce que lorsque vous grèvez trop, je crois que ça tue la grève. Trop de grève va tuer la grève et ça n'aura plus son sens. Aujourd'hui et demain, quand il y a un problème, on grève. Quand il y a un problème d'une petite prime, on grève. Je suis de, comment il a j'accompagne plutôt ces revendications, je les comprends, nous tous nous les comprenons d'ailleurs, mais peut-être c'est la stratégie, le combat de leadership. Vous proposez quoi comme stratégie? On va évoluer malheureusement, on espère qu'il y aura... On laisse là qui discuter et après on parlera. On espère que les syndicats, que le gouvernement va trouver bientôt une solution, que les syndicats ne vont plus faire de grève. Absolument, alors on va parler d'un problème social qui se pose dans le quartier Toko Séminaire. Si on peut avoir la photo déjà à l'antenne. Alors vous voyez au carrefour de la pause de Toko Séminaire et au carrefour de l'Est Mechinina, il y a de ces caniveaux qui dégagent de l'eau puante, une eau vraiment nauséabonde et qui indispose toutes les populations riveraines. Et on en parle depuis, donc tout récemment, il y a eu une association qui s'est réunie et qui a lancé un cri d'appel, un cri d'alarme pour qu'on vienne aider les populations de Toko Séminaire. Alors, c'est quand même inexplicable qu'en pleine ville, au cœur de Lomé, on puisse avoir ce genre de truc. Oui, je crois que cette image-là doit interpeller les autorités. Des fois, on a l'impression que la voirie n'existe pas dans ce pays. Ouais. Et pire encore, là où se situe ce rigole-là qui laisse couler cette eau, n'est pas loin donc de la direction de la NASAP, et qui a en charge maintenant de s'occuper donc de la voirie ces derniers temps dans la ville de Lomé. Je crois que ce problème a été occasionné par la réhabilitation de ce boulevard, le boulevard des Armées, sauf que l'entreprise en charge du chantier a des soucis ces derniers temps, ce qui a fait que le chantier a été déserté. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que cette situation doit interpeller les autorités de la ville de Lomé, et afin de trouver une solution appropriée à cela. Sinon, cette situation, c'est un danger public, et vous n'êtes pas sans savoir que le CHU, le plus grand centre que nous disposons, hospitalier au Togo, n'est pas loin de là, et des gens disent d'ailleurs que l'eau qui coule donc de la mort, si tel est le cas, je crois que vraiment désagréable. Voilà, donc c'est un problème d'ordre environnemental. Il est temps et que les autorités réagissent pour que une solution soit trouvée. Ce truc dure depuis Olivier Adja, ça date de plus d'1 an. Et on a le ministère de l'Environnement, on a la voirie, il y a la mairie, il y a tout. Et c'est au cœur de Lomé, personne ne dit rien quand même. Quelle démission? Non, je crois que c'est la preuve donc qu'il y a vraiment une défaillance dans le système ou bien la gouvernance dans notre pays et au niveau de Lomé. Parce que je suppose qu'il y a une mairie. Et le maire donc, de la ville de Lomé, quel est aujourd'hui son rôle au juste? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut attendre que les choses et se pourrissent, se dégradent d'abord? Je crois que ça, même déjà, pour l'esthétique de la ville, ce n'est pas bien pour l'image.
pour les étrangers qui arrivent, et non seulement les étrangers, nous-mêmes, nous aussi, nous sommes des gens qui aimons l'esthétique. Donc, on ne va pas laisser des situations comme ça. Mais ce n'est même pas seulement là. Quand vous redescendez un peu, quand vous allez à Toko, là, c'est un trou qui date de plus d'une dizaine d'années, qui est là, et qui déverse donc son eau sur la voie publique. Et cette voie-là avait comment il y avait des travaux, ou bien il y a des travaux sur cette voie, et ces travaux-là ont été abandonnés du jour au lendemain. Jusqu'ici, on ne sait pas, peut-être c'est le syndrome donc de la route Vaughan qui est en train de contaminer cette voie, on ne sait pas. Mais quand même, je crois que il faut parer au plus pressant. Et le plus pressant, c'est cette eau d'origine douteuse qui se déverse sur la voie et qui rend difficile donc la cohabitation, ou du moins la vie des riverains. Qu'est-ce que M. Foga a daigné faire donc pour quel est son rôle de maire? Parfois on se pose la question parce qu'on ne voit pas le travail, l'empreinte du travail de la mairie sur le paysage, le visage de notre ville, notre capitale. Donc, et si ce n'est pas la NASAP, si ce n'est pas d'autres structures, la mairie donc est portée disparue. Il faut lancer un SOS ou bien une recherche à Interpol avant de retrouver notre maire pour qu'il vienne faire ça ou quoi. Donc je crois que c'est l'expression d'une défaillance, comme je le disais, dans le travail, dans le fonctionnement donc des structures qui sont mises en place pour veiller à ça, et on ne va pas attendre des décennies pour pouvoir régler ce problème qui se pose. Merci Olivier. Oui, je crois que cette image-là relance le débat sur la décentralisation et les élections locales. Parce que si c'est qu'on a ces élections, je crois que ceux qui sont élus pour s'occuper ils devaient réagir rapidement. Et puis ce qui n'est pas bien pour les agents de la mairie, c'est que ils ne nous diront pas qu'ils ne sont pas au courant de cette situation. Junior, si jamais vous êtes un organisateur d'événements d'événementiel et que vous faites des affiches publicitaires ils viennent l'enlever parce que tout simplement vous n'êtes pas passé par la comptabilité pour les régler. Mais quand il y a de ces genres de problèmes, ils ne se pointent pas. Si c'est des problèmes de feu tricolore qui sont en panne, ils ne se pointent pas. Il y a d'autres de ces choses-là qui interpellent la mairie, mais on ne les voit pas. Je crois qu'ils doivent réagir maintenant que la sonnette d'alarme a été sonnée. Et il faudrait que cette mairie-là puisse réagir. Vivement, on espère qu'ils vont réagir. S'ils réagissent pas, nous on va revenir ici. Peut-être on va convoquer, on va inviter les gens pour venir nous en parler davantage. On va parler football sport. Notre chéri national, Emmanuel Cheyi Adebayor, a enfin un club. Depuis 6 mois, tous les touristes s'inquiétaient de son cas. Dieu merci, hier, au dernier jour du mercato hivernal, il a signé dans un club turc un contrat d'1 an et demi. Ouf de soulagement. Oui, ouf de soulagement parce que c'est aujourd'hui notre meilleur atout qui voilà au niveau du football national. On a vu comment il a mouillé le maillot, il a donné l'exemple donc à la CAN Gabon 2017 qui est en cours. Et il faut dire que Cheyi c'est un grand joueur. Et j'ai vu un article sur lui que c'est le dernier des grands dinosaures. Donc et voilà, parmi ces grands dinosaures on peut citer les Eto'o, les Drogba et d'autres encore qui reluisaient, ou bien en tout cas qui apportaient quelque chose à la CAN. Aujourd'hui c'est Cheyi seul qui a participé à cette CAN-là. Tous ces noms-là ont disparu, mais je crois que Cheyi a encore beaucoup de choses à donner. Il n'est pas fini, même s'il n'arrive plus à trouver la direction des buts. Au moins, il donne de son expérience sur le terrain, il donne de son impact et de son envie de prouver. Et je donnais l'exemple à un ami hier que c'est l'exemple de Patrice Evra. Et Patrice Evra, il a plus de 35 ans. Donc, il n'a plus... voilà, c'est les jambes d'un jeune. Mais quand même, c'est de par son expérience, de par ce qu'il peut apporter dans le vestiaire, que Marseille a accepté donc l'engager. Et Cheyi, je crois que le club turc aussi Beşiktaş a vu donc que Cheyi pouvait apporter quelque chose. Maintenant, espérons, de toutes les façons, espérons que ce sont des noms difficiles à prononcer. Et espérons que Cheyi va laisser ses traces aussi en Turquie et va, puisque vous savez, c'est 18 mois donc son contrat et on espère que après les 18 mois, et on va le il va beaucoup trembler les filets. Voilà. Il faut saluer cette
cette nouvelle donc pour notre attaquant. Reconnaissons que Adebayor Emmanuel Cheyi est incontestablement le seul joueur de haut niveau que le Togo a aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle. C'est les premiers fruits de notre participation à la CAN Gabon, et je crois que Adebayor aujourd'hui doit être reconnaissant pour l'entraîneur Claude Leroy, qui l'a beaucoup aidé pour ses préparations concernant la CAN. Maintenant qu'il retrouve donc les pelours, je crois que les éperviers vont beaucoup en profiter, puisque selon l'entraîneur, ils sont déjà en préparation concernant la CAN de 2019, dont les éliminatoires vont débuter en juin prochain. Oui. Mais déjà en mars, on parle d'un match amical avec les Pharaons d'Égypte. Oui. Je crois que Adebayor maintenant, avec son renouement avec les compétitions, je crois que ça va porter. Non, mais je vais terminer là-dessus. C'est aussi un exemple donné à tous les grands footballeurs, ou à tous les footballeurs en général, que le maillot national ne trompe jamais. La nation a toujours quelque chose à apporter. Donc, aux joueurs, les joueurs parfois croient que ce sont eux seulement, en venant, ce sont eux qui apportent à la nation. Mais aussi, parce qu'il y a des entre-temps, on ne va pas revenir sur ces éternels refus. Pour, peut-être il a ses raisons aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a compris que la nation, c'est la chose la plus chère qu'on puisse avoir au monde. Et il faut chérir le maillot. Il a prouvé, les Togolais, la prière de Togolais l'ont accompagné. Il y a certains donc qui ne voulaient pas que Cheyi rebondisse de par leur écrit, de par leur attitude, qui s'attaquaient à lui de façon systématique. Bon, c'est à eux ça. Des gens qui ne peuvent même pas faire donc 100 mètres aller-retour, mais qui se permettent quand même de critiquer, d'insulter mais de toutes les façons. Sur ce point, je crois qu'il faut, je vais juste placer un mot, et Adebayor doit soigner son image et ses comportements, parce que il est devenu une référence pour les gens. Depuis bientôt 2 ans, il est revenu normal. Il le faut. Il est revenu normal. Il gère l'équipe. Un bon capitaine, il donne l'exemple. Et on espère qu'on aura encore. Non, Claude Leroy lui a beaucoup apporté. Moi, j'ai constaté qu'avec l'arrivée de Claude Leroy, et vraiment, Cheyi a changé au niveau comportemental. Positivement, bien sûr. Et il faut saluer cela, parce que dernièrement, il y avait des comportements qui n'étaient pas du tout catholiques ou protestants, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, c'est bon aujourd'hui, mon nom de Cheyi National est revenu dans un club. On est content. Donc, rapidement, je vous rappelle le mouvement des Togolais avant qu'on ne reçoive notre invité. Lors de ce mercato hivernal, Cheyi est parti à Bézak Zéhir pour 18 mois. Bézak Zéhir est un club de la première division. Ce club occupe actuellement la 2e position dans le classement. Dome Dove quitte Supersport United pour un prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat à Orlando Pirates. Orlando Pirates, c'est le club de Soweto en Afrique du Sud, Jobourg. Serge Akakbo quitte Transbob Sport D1 turc et signe avec Gaziantep D2 pour 1 an et demi. Jonathan Haïté quitte Alanya Sport D1 pour Malantia Sport, tout ça c'est en Turquie, D2. Serge Gakpe quitte le Génois, c'est un prêt pour Kievo Revon jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Abrao Kamaldine retourne à Kaiser Chiefs. Pause publicité derrière notre invité. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30.
Retour sur ce plateau avec notre invité. Ce matin, nous recevons le professeur Ekoué Gadafoli. Il est historien, écrivain, enseignant à l'université en Europe. Il est aussi le président d'un mouvement qui s'appelle Mouvement Alaga. Bonjour, monsieur Ekoué Foli. Bonjour, cher Junior. Alors, c'est quoi d'abord le mouvement Alaga? Le mouvement Alaga, c'est un groupe de réflexion et d'action. Ouais. Nous sommes panafricains et nous réfléchissons sur la libération de l'Afrique noire. La libération de l'Afrique noire, comment? L'Afrique noire est enchaînée, elle est emprisonnée? Et bien sûr, on croit que l'Afrique est indépendante, mais elle ne l'est pas en fait. Et donc, nous préparons la deuxième indépendance de l'Afrique. C'est laquelle alors? Quelle indépendance économique ou bien quoi? L'indépendance politique. Expliquez-nous davantage. L'indépendance politique dans ce sens que, jusqu'à aujourd'hui, on ne désigne pas nos dirigeants politiques. Et le format d'organisation politique de nos sociétés est exogène. Cela nous vient de l'étranger. Donc l'Afrique doit pouvoir produire ses propres théories politiques et ses propres enceintes pour organiser sa vie politique. Et c'est important que cette phase arrive. Parce que dès lors que nous continuons à vivre dans les structures coloniales, il nous serait difficile de nous libérer. Vous savez, en géopolitique, on dit ceci. Lorsqu'un problème est créé dans un contexte géopolitique, pour le résoudre, il faut remodifier le contexte. C'est d'ailleurs ce que les Européens ont appliqué en remodifiant la carte géopolitique de l'Afrique. Ils ont pris l'Afrique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grands rapports occidentaux dans les services secrets disent clairement que l'Afrique ne doit pas arriver à remodifier les frontières actuelles. Parce que les remodifier, c'est reposséder l'Afrique. Donc c'est les grands enjeux. Et nous ne parlons pas du petit Togo ni de la petite Bénin. Et nous parlons de l'Afrique noire. Et vous pensez que vous pouvez arriver? Et nous savons que c'est le cycle de l'histoire. Que nous arrivions durant cette génération ou dans des générations futures, c'est le cycle de l'histoire. L'Afrique qui arrive. Oui, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. J'ai discuté avec un ami hier seulement. Par rapport à la démocratie, au système donc, de gouvernance qui nous viennent de l'extérieur. Est-ce que l'Afrique, comme la Chine, devrait les adapter à ses propres réalités? Est-ce que le mouvement Alaga, qu'est-ce que vous avez fait comme diagnostic par rapport à tout ce qui nous est venu de l'extérieur comme système politique et que nous devions repositionner avec nos réalités? D'abord, merci. Il faudrait partir du fait que l'État dont nous avons hérité est anti-africain. L'État, le schéma de l'État ne correspond pas à nos réalités sociologiques. Je vais vous dire tout de suite que l'État territorial est né en fait en Afrique noire. À Yam, à Nagada, dans la période pré-dynastique. Et c'est ça qui a même conduit les leaders des 42 noms à faire ce qu'on appelle le Sémataoui, la réunification des deux terres, qui est devenue l'Égypte antique. Et lorsque l'Égypte a explosé même, il a donné naissance à beaucoup de royaumes d'empire, dont le Ghana, le Mali, le Somalie, qui étaient tous des royaumes organisés en système fédéral. Parce que l'Africain est d'abord un être communautaire. Et on dit que nous sommes des citoyens de l'État togolais, mais mes interdits, les choses qui me sont interdites, ou les choses que je peux faire, sont celles qui sont définies dans ma culture locale. Ça fait que tout le système politique africain, depuis l'Antiquité, a toujours respecté le modèle fédéral. Que ce soit les systèmes impériaux, les systèmes royaux, les systèmes à bande, les systèmes à chefferie, c'est le modèle fédéral. Et alors, nous disons que lorsque le colon a pris l'Afrique, le colon a créé des territoires que nous appelons des États, qui sont devenus des États de façon accidentelle. Mais le colon a mis dans des territoires des populations, des communautés qui forcément ne communiquaient pas. Quand vous prenez l'exemple du Togo, vous savez qu'il y a un grand fossé entre le nord et le sud. Le fossé d'ailleurs qui a conduit les Allemands à dynamiter une montagne pour créer un chemin. La faille d'Alger. Voilà. Donc les populations ne se connaissaient pas trop. On les met dans un territoire, on leur impose un corpus de droit unique. Vous êtes Togolais. Et ça pose le problème de la composition des totalités humaines à l'intérieur de ces territoires. L'Afrique devrait adopter un modèle fédéral. Le modèle fédéral qui reconnaît le particularisme des communautés et les fait interréagir en elles en harmonie suivant des droits politiques, des ordonnancements juridiques différents. Et c'est dans ce système qu'on peut organiser nos États. Et c'est ce système qui sera la base de la réunification réelle
de l'Afrique noire avec ces diasporas, par le système actuel des États unitaires. Mais alors, Jacques Chirac avait raison de dire que l'Afrique n'est pas encore prête pour la démocratie. Bien sûr, la démocratie occidentale en tant que format politique, elle n'est pas nôtre. Et c'est un luxe, Jacques Chirac a raison. Nous avons notre démocratie, puisque la démocratie est un concept, mais qui peut prendre plusieurs formes. Notre démocratie, elle existe. C'est celle-là que nous devons adopter. Les intellectuels africains doivent se réapproprier des théories endogènes, que ce soit en économie, en culture, en politique, en sociologie, pour recréer l'Afrique. Et vous savez bien que nous avons l'indépendance nominale depuis les années 60, mais il n'y a pas de théorie africaine. On a copié le socialisme, on parle du capitalisme, du marxisme. On ne peut pas renaître avec des théories qui ont pris naissance dans des milieux exogènes. Alors, vous parlez d'une réorganisation de l'Afrique pour sa délivrance. Pensez-vous que c'est possible, puisque ce genre de discours que vous tenez, vous êtes peu à voir les choses de cette manière? Bon, je vais vous dire que il y a un personnage qu'on appelle le Christ qui est venu seul avec une nouvelle idéologie d'approche à Dieu. Bon, aujourd'hui, vous savez ce que ça a donné dans le monde. Donc, on n'est pas pressé. Nous partirons, nous reviendrons, puisque nous sommes des êtres qui s'incarnent dans des cycles. Et nous croyons que l'Afrique y arrivera. Alors, professeur, quand on va venir donc aux choses précises, votre mouvement Laga a adressé en décembre dernier un long courrier au chef de l'État, un courrier de 15 pages que vous avez adressé au chef de l'État. Vous l'interpellez sur la question des réformes politiques. Alors, d'abord, que demandez-vous au chef de l'État par rapport aux réformes politiques? Nous disons clairement au chef de l'État de relativiser l'importance des réformes, parce que les réformes sont dépassées. Ce que d'ailleurs le gouvernement soutient et que des partis d'opposition réclament les réformes. Nous pensons qu'il faut laisser les réformes, parce que les réformes qui viennent de l'APG ne correspondent pas aux problèmes togolais. Pas du tout. Et nous devions peut-être penser une réorganisation. D'ailleurs, le chef de l'État avait fait un discours, il disait que nous devions repenser la chose d'une façon plus holiste. Alors, dans ce cas, quel genre de réforme nous avons besoin au Togo? Nous devrions revoir le format de l'État. Nous proposons au Togo de laisser le format de l'État unitaire. Selon notre constitution, nous serions dans un État unitaire décentralisé, alors que les mairies, on peut les compter au bout du doigt. On crée des délégations spéciales pour ne pas faire ce qu'on appelle la décentralisation réelle. Donc nous serions dans un format hybride, déconcentré, décentralisé. Il faudrait laisser ce format d'État unitaire et passer à un format d'État fédéral ou un format d'État régional, où on crée des grandes régions fédérées avec le système de gouvernorat, où les ressortissants de chaque région pourront avoir dans leur région toutes les structures de l'État. Et ça permettrait un développement économique et social, culturel équilibré. Et ça permettra de résoudre le problème interethnique, qui est très fort que nous avons au Togo, dont personne ne veut parler, mais nous savons que c'est cet élément qui structure la vie sociale, la vie économique et la vie politique. Les populations ne veulent pas vivre ensemble, elles ne sont pas prêtes dans nos familles. Quand vous avez vivant ça, on a vu les gens du Nord qui épousent les gens du Sud, les gens d'Anero épousent les gens de Kouméa et vice-versa. On le voit donc, personne ne s'en plaint. Ah mais non, ce sont des cas qui sont très rares et souvent c'est des cas très problématiques. Il y a des foyers qui se disloquent. On a fait des études, mais ces foyers hybrides au plan culturel ne durent pas. Parce que il y a cette défiance des cultures. Il n'y a pas encore eu d'intégration culturelle au plan national. Donc ça fait que quel que soit il y avait eu l'ancien ministre politicien Laclé qui voulait acheter de la terre à Kara. On lui a dit non mais tu es de Kara, tu as acheté la terre ici, pourquoi faire? Donc il y a... mais il a fini par acheter la terre à Palimé par exemple. Bien sûr, mais Palimé et Kara c'est deux choses différentes. Alors donc, que faire pour corriger cette défiance culturelle? Nous pensons qu'il faudrait partir du respect du libre arbitre des communautés. On ne peut pas forcer des gens à s'entendre. Mais on peut permettre aux gens d'être à l'aise dans leur milieu et leur demander, dans la durée, de se connaître pour vivre ensemble. C'est ce qui est équilibré. Non, mais je me pose une question après votre développement. Puisque au départ, vous dites que voilà, l'Afrique n'est pas encore indépendante. On a eu une indépendance nominale, mais on n'a pas encore une indépendance vraie. Et comment on ne vit pas encore donc cette indépendance. Et vous dites que nos systèmes nous sont imposés de l'extérieur. Nos dirigeants nous sont imposés de l'extérieur.
Alors, est-ce que vous croyez que ces propositions-là, vous devrez les faire au niveau local ou ceux-là qui imposent ces dirigeants-là, ce sont eux qui peuvent jouer sur cette décision pour transformer le système qui existe? Nous pensons que le destin des peuples appartient au peuple et qu'on ne peut pas demander à des impérialistes de faire ce que le peuple veut. Les peuples doivent s'organiser pour arracher leur vision du monde. Vous parlez d'indépendance, vous savez très bien qu'en droit, aussi bien en droit qu'en politologie, l'État weberien ou l'État kelseenien a des attributs de souveraineté, la monnaie, l'armée, la défense et l'autonomie politique. Mais je vais vous dire que aucun parlement togolais, à l'exception du parlement de Sylvano Souliki, on n'a jamais légiféré sur la monnaie. Or, c'est l'instrument qui fonde la souveraineté des États. On ne l'a pas. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter sans passer par le règlement extérieur assuré par la Banque centrale. Donc, Togo ne peut pas acheter une arme, ne peut pas faire par exemple politique d'acquisition de l'arme nucléaire. Parce que les règlements extérieurs se font par la France. On vous demandera, vous voulez faire prendre les armes, pourquoi? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous vivez quelqu'un à votre porte-monnaie dans la poche. Donc ça, le second, c'est la question de la défense. On n'a pas des satellites pour effectivement contrôler nos territoires. S'il y a des mouvements au-dessus des frontières, vers le nord ou au centre, personne ne le sait. Et vous savez très bien comment nous sommes poreux en termes de frontières. Il n'y a pas, d'ailleurs, la sécurité de nos États est assurée à travers des accords de défense par des services secrets occidentaux. Quel est cet État au monde qui se dit indépendant et qui ne maîtrise pas ses instruments? Il faut comprendre même qu'au niveau de l'enseignement, les approches paradigmatiques au niveau du 3e cycle ne sont pas les nôtres. Donc il n'y a pas de production de pensée endogène. Comment pensez-vous? Vous parlez d'émergence. Vous dites émergence 2040, mais vous vous trompez complètement. Il faudrait une révolution intellectuelle endogène qui va produire des pensées pour réorganiser nos États. Et ce n'est pas une question de guerre, ni une question de conflit avec ceux qui aujourd'hui dirigent nos États. C'est normal, c'est le cours de l'histoire. Mais nous avons le devoir de repenser notre existence. Et ça passe par l'union entre nous. Alors certains diront que vous êtes en train de rêver, parce que les Togolais aujourd'hui, ce qu'ils demandent, ils veulent qu'on fasse des réformes politiques, que le mandat soit limité, et qu'on fasse les 2 tours, et qu'il y ait des changements à la tête de notre État chaque 10 ans par exemple. Alors, ce que vous dites, vous ne voyez pas que vous risquez d'avoir le peuple contre vous? Non, en fait, si nous avons la population contre nous, où est le problème? Nous ne devons pas avoir la population. On fait quoi avec la population? Nous disons des choses qui sont réelles. Ça fera son cours. Vous parlez des réformes, de limitation de mandat. Bon, c'est suivant cette approche exogène que les gens pensent, par exemple, qu'un président peut faire que 2 mandats. Si un président dirige bien son pays, si le président fort dirige bien le Togo, pourquoi l'empêcher de faire 20 ans? C'est la quintessence de ce qui se passe, ce n'est pas la limitation des mandats. Et quand vous parlez des réformes, nous vous disons que les réformes n'ont aucun fondement juridique. Ce sont des accords qu'ils ont signés dans l'extra-constitutionnalité. Et normalement, les conseils stratégiques de ces 5 partis qui ont participé avec une RPT à ces réformes-là auraient dû demander à ce qu'on inclue dans les annexes ou dans le test des réformes l'article qui situe le statut de cet accord. Puisque en termes de relations internationales, les accords internationaux doivent être ratifiés. Au Togo, vous savez, c'est le titre, c'est les articles de 138 à 141 qui parlent de ça. Et c'est quand les accords sont ratifiés par le Parlement qu'elles ont les statuts de loi d'arrêt supérieur aux lois togolaises, sous réserve que l'autre partie respecte ses engagements. Il n'y a jamais dans notre Constitution un article qui prévoit que le gouvernement aille négocier à l'étranger avec des partis politiques internes. Donc nous sommes dans une situation juridique qui n'est pas prévue. Maintenant, les partis politiques auraient dû, une fois les réformes signées, les accords signés, revenir au plan national et aller au Parlement, après les législatives qui ont été faites, demander au Parlement de faire de cet accord un statut, de donner à cet accord un statut de loi. Ça n'a pas été fait. Quelle est la base juridique de ces accords? Ces accords avaient peut-être un fondement moral et politique qui dépendait du bon vouloir des protagonistes. Vous savez qu'en 2010, le gouvernement a fait un accord historique avec l'UFC. Oui. Et cet accord, quand cet accord était signé, nous avons dit, nous sommes de la diaspora, nous avons dit, l'accord de la PG est fini. L'accord avec l'UFC a enterré la PG. C'est normal, le parallélisme des formes. Donc nous sommes dans un schéma où ces accords ne valent plus rien.
Donc si le gouvernement veut, volonté politique on fait. D'ailleurs, il y a eu le gouvernement d'union nationale qui était prévu par la PG. Il y a eu le législatif prévu par la PG. Il y a eu la commission vérité, justice et réconciliation prévue par la PG. Ce qui manque, c'est que les opposants veulent que le président de la République fasse limiter son mandat. On ne demande pas à une personne perchée sur un arbre de couper le tronc de l'arbre sur lequel elle est perchée. Donc stratégiquement, les partis politiques qui continuent de crier les réformes, je ne sais pas qui les conseille. Au plan stratégique, ils doivent peut-être choisir autre chose. Alors qu'est-ce que vous leur conseillez ce matin? Nous demandons à l'opposition de réfléchir le Togo différemment, pas dans une approche de conflit permanent avec les gouvernements. C'est important. C'est absolument important. Donc, quand nous voyons un rapprochement, nous, du MPA par exemple, ne sommes pas des extrémistes. Nous pensons différemment, ça nous fait plaisir. Qui est rapprochement, qui est entente? C'est tout à fait. Je vous parlais de la philosophie politique. Vous savez que c'est de l'Occident, le cartésianisme, qui a, d'abord, il y a Descartes, mais il y a surtout Hegel. La pensée, les deux pensées qui s'opposent, la thèse et l'antithèse, c'est de la pensée occidentale. Même nos enfants à l'école, quand ils font les dissertations, on leur demande de faire. Pourquoi il faut qu'il y ait une contraposition des extrêmes? C'est la pensée occidentale qui veut que dans cette contraposition sorte une synthèse. Et les gens qui sont en train de se contrarier, de se contraposer, ne maîtrisent pas les dynamiques de leur conflit. Et c'est ceux qui tirent le profit, qui sont l'œil, cet œil de Russe qui voit tout, qui dirige. Alors que dans le modèle africain, on ne dirige pas un village, un canton, un pays dans la turbulence. Pas du tout. L'opposition qui dérange le gouvernement, ça sert à quoi? Ouvrez les yeux. Déranger. Non, mais vous oubliez que l'opposition, cette opposition, elle est plurielle. Il y a certains qui ont la même démarche, la même compréhension de la chose comme vous. Mais on ne peut jamais aussi interdire à ceux-là qui estiment que, voilà, donc leur idéologie, c'est de ne jamais tendre la main, c'est de ne jamais s'ouvrir. Non, l'opposition en soi, elle est bonne. Mais elle ne peut pas mettre en péril l'équilibre d'une nation. Parce que même dans nos villages, tous les modèles que nous avons au plan endogène, le chef est à sa cour de notables. Cela va vous étonner, les notables représentent les différents quartiers qui composent. C'est une cour fédérale. C'est le modèle fédéral dont je vous parlais dans nos villages en miniature. Et ça fait que l'opposition, elle est dans le pouvoir. L'opposition est dans une dynamique intrinsèque. Il y a ce qu'on appelle la consubstantialité entre le pouvoir et l'opposition. Et il n'y a pas une opposition externe au pouvoir qui le dérange quand il exerce. Pas du tout. Alors donc vous proposez aujourd'hui que par exemple au Togo, on a un chef d'État qui nomme le Premier ministre qui est de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale qui sont aussi d'autres partis pour que le gouvernement soit dirigé de façon collégiale, mais quoi, soit plus clair. D'abord, nous sommes dans la théorie politique. Vous voulez déjà rentrer dans la pratique. J'ai comme l'impression parce que c'est l'événementiel. Non, il faut dire ce qu'on doit faire. Non, nous proposons qu'il y ait dans le format actuel une entente autour des grands principes de la République entre tous ceux qui sont les acteurs politiques. C'est-à-dire, vous pouvez vous canailler comme vous voulez, mais devant certains principes, soyez unis. C'est suffisant. Ça fait que les républiques ne seront jamais déstabilisées. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la succession. Si aujourd'hui, il y a alternance, il n'est pas sûr que les prochains gouvernants vont conduire le pays dans la continuité. Et c'est ce qui se passe en Afrique chaque 10 ans. Il y a une nouvelle politique chaque 10 ans. Comment voulez-vous construire des nations? Même pas seulement en Afrique, même en Europe. Pas du tout. Ah oui. Même en Europe, il y a la tendance. Il y a la gauche qui passe, il y a la droite qui passe. Actuellement, c'est la gauche en France. Peut-être qu'après la présidentielle, la droite pose un acte, il y aura la gauche qui viendra. Non, mais il y a aux États-Unis, Trump est venu. Trump veut remettre en ordre. Non. Calmez-vous. Nous connaissons bien le système politique occidental. Sa source et toutes les morphogenèses. Il n'y a pas d'opposition dedans. La droite et la gauche sont deux courants sortis du libéralisme. Et la droite et la gauche se complètent, sont complémentaires. Il n'y a pas puisque en Europe, les partis politiques sont des communautés d'idées. Chez nous, les partis politiques ont correspondu aux communautés naturelles qui s'entretuent. En Europe, il y a ce que vous appelez, et ne l'oubliez jamais, la plaque de la maçonnerie. Et la plaque de la maçonnerie est une structure savamment pensée qui permet de juguler les conflits politiques. Les exposants, c'est-à-dire les grands, les responsables de la gauche et de la droite, sont tous dans ces confréries.
se comprennent dans les loges. Au niveau des maçons. Absolument. Et c'est ça qui permet la stabilité des régimes démocratiques. D'abord, quand vous parlez de démocratie libérale en Europe, vous ne pouvez pas la définir en extrayant la plaque de la maçonnerie. Il n'y a pas ça. Or, la maçonnerie, c'est ce qui représente. Mais ça existe au Togo aussi. Bien sûr, mais c'est ce qui représente. On voit les gens de l'opposition du pouvoir sont dans la même loge. Oui, mais sauf qu'en Europe, la maçonnerie repose sur un consensus de projet de société. Nous avons adopté des formes de maçonnerie qui sont exogènes. C'est le même problème de l'Afrique. Ça fait que vous avez la Grande Loge nationale de France qui a sa filiale, vous avez le Grand Orient qui a ses filiales, et quelquefois il y a de grands conflits ici. Parfois même nos loges, au Togo ou dans les pays africains, sont traversées par des crises de type interethnique. Alors, je vous parle, ça se pose au Togo. Justement, nous vous en parlons parce qu'il n'y a pas de consensus sur un projet de société nationale. Or, c'est important pour créer une démocratie. Donc là, ce que vous appelez l'alternance advient, mais dans le cadre d'un consensus auquel personne ne touche. Et c'est ça qui permet la continuité, la stabilité des nations. Donc nous disons aux intellectuels, c'est pour cela que nous avons beaucoup apprécié le message du président lorsqu'il demandait aux universitaires et intellectuels de repenser. Ce n'est pas fortuit. Il faut la matière grise dans la situation actuelle pour produire de nouveaux paradigmes, pour amener notre pays dans la paix vers un développement qui sera certain. Nous ne sommes pas dans le... Vous aurez compris, le MPA est un groupe de réflexion et d'action. Nous sommes dans la réflexion pour tout le monde, pas pour un côté, pas du tout. D'ailleurs, nous demandons à tous les extrêmes de tout faire pour trouver un consensus pour le bien de tous les... Mais qui va diriger ce consensus? Qui va conduire à ce consensus? Qui va œuvrer pour? Il y a des gens de paix. Il y a des gens dans ce pays, même au niveau du gouvernement, du régime, qui ne sont pas pour les extrêmes. Et qu'est-ce que vous mettez dans ce consensus? Nous disons que nous devons aller vers un nouvel ordre national. C'est-à-dire une transition qui va permettre aux Togolais de résoudre tous les problèmes qu'ils ont, dans la paix et dans l'amour. Qui va décréter cette conclusion, cette transition? Aujourd'hui, qui va la décréter? Le Togo est dirigé par le président Faure Gnassingbé, qui a presque tous les leviers. Donc s'il y a de la volonté politique, et si autour de lui son entourage n'est pas réfractaire à une union réelle des Togolais, au fait de mettre derrière nos dissensions d'hier, je crois qu'une transition dans ce sens peut être faite. Il faut garantir à tous les acteurs le minimum qu'il leur faut pour ne pas vivoter, mais pour vivre. On peut se comprendre, je crois, pour le bien de notre pays et pour le bien de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ceux qui dirigent veulent rester, les opposants s'ils veulent venir, du coup, tout le monde est braqué de deux côtés. C'est ce que nous disons. Nous disons que nous ne pensons pas que le problème du Togo, ce soit une famille qui ait pris le pouvoir pendant plusieurs décennies. Non. Ça, c'est le problème des opposants. Parce que les opposants, voulant prendre le pouvoir... Mais la population aussi va lâcher de tout même... Donc c'est le problème d'une partie de la population qui considère qu'il faudrait que ceux qui sont là dégagent parce qu'ils veulent y être. Mais ceux qui sont au pouvoir, leur problème, ce n'est pas l'alternance. C'est comment conserver le pouvoir. Ouais. Donc les deux logiques résonantes ont leur rationalité. Il faut s'élever au-delà des particularismes pour comprendre que la solution meilleure pour le Togo, c'est celle-là qui garantit à chaque particularisme un équilibre. Il ne faut pas être Aristote, il ne faut pas être Imhotep pour le comprendre. Notre problème, c'est les passions qui nous animent, qui font que nous ne pouvons pas céder un peu de territoire pour le bien de l'ensemble. C'est seulement ce que nous demandons aux Togolais, pas plus. Et qui peut conduire ce dont vous parlez? Parce qu'il faudrait quelqu'un qui soit décidé à aller dans ce sens. Nous n'avons pas de nom. Nous savons juste que quand il y a une volonté politique qui s'exprime dans ce sens, il y aura des hommes pour conduire une transition. Mais ça dépend à quelle logique d'ailleurs? C'est l'unité. C'est le Togo, vous savez, il y a une donnée constante que nous avons perdu de vue. C'est que depuis Olympio jusqu'à Président Faure, tous les gouvernements ont cherché l'unité. C'est comme si le Togo doit dépasser l'obstacle de l'unité pour émerger. Donc c'est le défi de notre pays. Et pourquoi nous n'avons pas cette unité? Parce que nous disons qu'on ne fait pas de réconciliation entre des communautés comme on l'a fait entre deux personnes dans leur rapport interpersonnel.
Les communautés, vous pouvez Mais être ces des deux dirigeants. personnes-là sont des entités et ont derrière elles des gens. Justement, c'est là le problème des communautés. En Afrique du Sud, il y a Mandela et des clercs qui ont posé l'acte et puis ça a pris. Bon, vous dites que ça a pris. C'est vrai que ça a pris d'une certaine façon, même si c'est un processus. Mais nous disons qu'il faut une formule d'ingénierie sociale. C'est l'ingénierie sociale qui va conduire le Togo vers la réconciliation. Ce n'est pas les incantations où il faut qu'on soit unis, l'union, l'unité, non. Il faut trouver des formules d'administration. Oui, des exemples précis, par exemple, on veut des exemples. Oui, c'est le modèle fédéral que nous disons. Ou soit, si on n'est pas prêt pour aller à un modèle fédéral, on peut aller à un modèle régional, comme on le trouve en terre italienne. Ou comme on l'a vu en Belgique, ou lorsque la Belgique a décidé de passer de l'État unitaire vers l'État... Mais ça aussi, ça a des conséquences. On a vu pendant longtemps la Belgique est restée sans Premier ministre. Mais aujourd'hui, la Belgique est un État stable. D'ailleurs, lorsque les gens parlent souvent de la Belgique sans Premier ministre, c'est une façon de... Dans la réalité, la Belgique a toujours été stable. Je vous dis une chose, que Bruxelles a toujours été la capitale européenne. Et laissez-moi vous dire que les Européens ne sont pas les Africains. Lorsqu'ils font d'une capitale leur quartier général, le pays qui contient cette capitale est sécurisé. Au plus haut degré, il n'y a pas de stabilité. Ces pays sont contrôlés. Donc, il ne faut pas dire que la Belgique... Non. La Belgique a toujours été un État stable. Et nous disons qu'on peut passer à ce modèle-là. Ou soit, on fait une décentralisation qui est pure, qui est correcte. C'est-à-dire, on décentralise vraiment. On crée les communes, on fait faire les élections. Et c'est pas ce qui est en train d'être engagé. Non, continue, on fait les élections locales, oui. On fait les élections locales, on laisse la compétition politique prendre son cours. Et les maires vont émerger. Et on n'essaie pas de faire en sorte que les mairies soient d'un côté, de façon majoritaire, aux dépens d'autre côté. Parce qu'il y a cette tentation-là de faire des conclaves secrets en l'opposition le pouvoir pour se diviser les mairies quand il y a un accord à l'envers. Alors si on fait cela, ça veut dire que c'est toujours la logique de conservation du pouvoir. Et le problème est toujours réglé. On fait dans la procrastination. On devrait résoudre les problèmes. Mais nous savons très bien qu'une décentralisation qui est pure, qui est faite comme celle que nous voyons en terre française, va fragiliser le pouvoir. Bien entendu. Mais est-ce que le pouvoir est prêt pour accepter que son pouvoir, que sa force se dilue et qu'il y ait maintenant de nouveaux acteurs puissants dans les territoires? C'est ça la grande question. On peut faire la décentralisation, pourquoi pas. Mais il faudrait penser à résoudre le problème de la contraposition ethnique qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des opportunités vers l'étranger, on cherche des gens d'une famille, les gens d'un clan. Alors que les personnes qui sont qualifiées, qui sont compétentes, ils pilulent dans les rues sans rien, alors que l'État a besoin de leurs compétences. C'est ce problème-là que nous devons résoudre. Le modèle fédéral répond à toutes ces questions. Puisque vous avez des régions, si vous me laissez une minute. Rapidement, parce qu'on est vous avez des régions, les 4 régions comme nous proposons, avec leurs gouverneurs, et les régions sont gérées d'une façon décentralisée, avec les maires et des communes, tout ça. Donc vous avez les ressortissants d'une région qui trouvent dans leur région toutes les institutions de l'État, la justice, le service des passeports, surtout dans toutes les régions. Vous avez l'administration normale qui est auprès de tout le monde. Pourquoi est-ce que des gens vont laisser leur terre pour venir se confiner à Lomé, 3 millions de personnes, petite ville? C'est parce que l'État est unitaire et tout est centralisé sur Lomé. Si on fait le modèle fédéral, les 5-4 régions vont se développer brillamment dans quelques années. 10 ans, 15 ans, c'est parti. Et ça permet à tout le monde, vous savez, les caciques du pouvoir, les généraux, les grands officiers, qui vivent à cause du fait que le pouvoir est en place, trouveront du travail au niveau de l'armée fédérale. Personne n'ira en exil. C'est-à-dire, il faudrait qu'on comprenne que le modèle fédéral est celui-là qui est un modèle médian, c'est-à-dire moyen, qui permet au Togo de se relever. Merci, professeur Ekoé Foli. On aura le temps de vous retrouver pour d'autres aspects parce que vous dirigez le mouvement Alaga, dont vous avez beaucoup d'idées. On n'a pas eu le temps de les déplucher. On aura le temps d'en parler encore dans une autre émission peut-être. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Thierry Afanoukou, le patron du site d'information Gapona.net. Merci à Olivier Adja, Doum Patron. Il dirige le journal Harakiri aussi. L'agent de presse Afrique. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement sur les ondes de CCFM, sur la chaîne Future pour un nouveau numéro. Ce sera vendredi. Bonsoir chez vous et à très bientôt.